Bonjour, je vais entamer aujourd'hui la session numéro 2 du chapitre 2 et qui va être liée si vous voulez, ou intitulée Importance de l'intensité du champ électrique dans les d'électriques. Donc pour cela, nous avons quelques objectifs à atteindre dans cette session, dans cette conférence si vous voulez. Donc l'étudiant va apprendre ces points-là. Le premier point, c'est de voir avec l'importance du champ électrique dans les électriques. En second lieu, on va voir avec quels sont les types de champs électriques qu'on peut avoir. Et à partir de là, on parlera donc du degré d'uniformité de ces champs-là. Donc on va faire appel, ou bien on va introduire ce qu'on appelle le facteur de Schweiger. Et le point suivant sera l'utilisation des propriétés diélectriques. Et enfin, on parlera du contrôle des contraintes subies par les isolants. Donc, pour atteindre ces objectifs, donc on va essayer d'étendre un peu l'étude. Donc, on va commencer tout à fait au début. C'est que tout espace autour d'un aimant, donc tout espace autour d'un aimant, il doit être rempli de lignes de force magnétique. C'est ce qui a été décrit par Faraday. Il a aussi décrit que la région aussi autour d'un objet électrifié, il peut être considéré comme rempli de lignes de force électrique. Donc, par analogie au champ magnétique, donc nous avons aussi, s'il y a une charge électrique dans un espace, autour d'elle existent des lignes de force électrique. Alors, toujours pour ce chercheur, Faraday, donc ces lignes, ils existaient comme des structures mécaniques dans un milieu environnant, c'est-à-dire le diélectrique. Ils pouvaient exercer donc une force sur l'objet placé à l'intérieur. Donc, ces forces-là, qu'elles soient magnétiques ou électriques, ils peuvent exercer des forces sur un objet qui peut être placé à l'intérieur de cette région-là. Alors, à partir de là, nous avons deux structures de champ. La première, c'est une structure entre sphère et un cylindre. Ça, c'est le premier exemple. Donc, si je peux me permettre d'aller au slide suivant. Donc, vous avez la première structure là où nous avons les lignes de champ et les lignes équipotentielles pour un cylindre ou bien un sphère au-dessus d'un sol, au-dessus d'un plan. Donc, entre un plan et une sphère et peut-être un cylindre. Et la deuxième structure, ça c'est la première structure. La deuxième structure, donc, c'est celle utilisée dans les lignes de transmission, dans laquelle on utilise les conducteurs en faisceau. Donc ça, ce sont les conducteurs, les quatre conducteurs de la même phase. Et ça, ce sont les lignes équipotentielles et les lignes de champ qui existent autour de cette région-là. Donc c'est un modèle de champ sur un faisceau de 4 conducteurs utilisé pour les lignes de transmission. Ça, c'est la deuxième structure. Donc, la figure 1, elle présente un exemple de structure qu'on peut rencontrer dans la pratique. Alors, aussi, il faudrait aussi mettre dans la tête, pardon, il faudrait se mettre dans la tête que l'intensité du champ électrique, qu'elle est définie comme étant la force électrostatique F exercée par le champ sur une charge d'essai positive unitaire Q. Donc, c'est quoi l'intensité des champs électriques? C'est la force électrostatique F exercée bien sûr par le champ qui est défini supposons E, sur une charge d'essai positive et unitaire Q. Cette charge-là, elle est placée en un point particulier qu'on va appeler P peut-être dans un diélectrique. Donc,
la définition exacte de l'intensité des champs électriques, donc qui sera la force électrostatique F exercée par le champ sur une charge DC placée dans un point quelconque du diélectrique. Alors ce champ-là, il est noté E et il est exprimé en unité Newton par Coulomb, c'est-à-dire la force par unité de charge. Donc la force, c'est le Newton par unité de charge qui est le Coulomb. La charge, l'unité de la charge, c'est le Coulomb. Alors, généralement, l'intensité des champs électriques elle est mesurée dans les unités pratiques en volts par mètre, c'est-à-dire volts par mètre. Aussi, on peut rencontrer en kilovolts par millimètre. Cette intensité des champs, elle est souvent spécifiquement mentionnée comme étant la contrainte électrique. Donc, il y a d'autres gens qui préfèrent appeler l'intensité des champs électriques comme étant la contrainte électrique. Elle est subie bien sûr par un diélectrique ou un matériau isolant électrique. Donc, la contrainte électrique qui est subie par un isolant, elle est appelée contrainte électrique ou intensité des champs électriques. Alors, si vous avez on peut par là définir ce que c'est la différence de potentiel entre deux points A et B. Donc, la différence de potentiel entre A et B ayant un potentiel scalaire dans un champ électrique, bien sûr sans charge d'espace E, il est défini comme étant quoi? Comme étant le travail effectué par une source externe pour déplacer une charge positive unitaire d'un point B à un point A. Donc, de point B vers le point A. Mathématiquement parlant, donc UAB, elle est égale à moins l'intégrale de B à A de E dx. Elle est égale à phi A moins phi B, où phi A et phi B, ce sont les potentiels. Donc c'est le potentiel des points A, phi B, c'est le potentiel des points B. Alors, UAB, c'est quoi? Elle est positive, UAB, donc elle est considérée comme positive si le travail est effectué si le travail est effectué en portant la charge positive de B à A. C'est-à-dire en déplaçant la charge du point B au point A. Dans ce cas, UAB est positif. Alors, son amplitude maximale, l'amplitude maximale du champ électrique est donc donnée par la valeur maximale du taux de changement du potentiel avec la distance. Donc, ce que c'est le champ, l'intensité maximale, ou bien l'amplitude maximale du champ électrique, donc E max, et elle est donnée par la valeur maximale du taux de changement du potentiel avec la distance. Donc, cette amplitude maximale, elle est obtenue lorsque la direction de l'incrément de distance est opposée à la direction de E. Donc, généralement, ce qu'on a remarqué, c'est que cette valeur maximale, elle est obtenue seulement lorsque la direction de l'incrément de distance, c'est-à-dire dx, est opposée à la direction de E. En d'autres termes, la valeur maximale, c'est de la vitesse de variation du potentiel, est obtenue lorsque la direction de E est opposée à la direction dans laquelle le potentiel augmente plus rapidement. Donc, là où il y a l'augmentation rapide du potentiel, on obtient la valeur maximale, ou bien l'intensité maximale du champ électrique. Donc, cela se traduit par l'équation suivante. Donc, la vitesse de variation de UAB par rapport à dx, ce n'est autre que moins. Donc, là, le moins, il désigne la direction opposée de E. Alors, l'opérateur sur phi, donc l'opérateur qu'on applique à phi, pour lequel est obtenu E, est donc appelé gradient. Il est appelé gradient. La relation qui lie le champ électrique avec phi, c'est donc E est égal moins grade phi. Et cette équation, vous l'avez déjà étudiée quand vous étiez en licence, donc dans le module de théorie des champs. Donc l'intensité du champ électrique est donc numériquement égale au gradient du potentiel. Donc ça c'est en conclusion. Donc on peut dire que
L'intensité du champ électrique, elle est donc numériquement égale au gradient du potentiel. Alors, un autre point qu'il faudrait savoir dans cette session, c'est la force électrique des diélectriques. Donc, cette force-là, elle possède deux définitions. Donc, il y a la définition qualitative, il y a aussi la définition quantitative qu'on va voir juste après. Donc, pour la définition quantitative de la force électrique d'un diélectrique, c'est la contrainte électrique maximale qu'un diélectrique peut supporter. Donc, un diélectrique, il peut supporter une certaine contrainte, elle est appelée force électrique des diélectriques. Donc, cette force électrique, donc, c'est qui n'est autre que la contrainte maximale, c'est simplement, c'est une définition qualitative. Alors, ce qu'on sait maintenant actuellement sur les problèmes qui affectent le claquage, c'est qu'il y a un grand nombre de facteurs qui peuvent affecter le claquage d'un diélectrique. Donc, on peut signaler, on peut citer la pression, l'humidité. Donc, ce sont des facteurs qui influent sur le claquage électrique, donc, qui font que le claquage électrique ait lieu ou il ne peut pas avoir lieu. Donc, parmi lesquels on peut citer, comme je l'avais dit, donc la pression. Vous avez aussi l'humidité, vous avez la température, vous avez la configuration du champ. Donc, quand on parle de configuration de champ électrique, donc on parle de la forme et de la taille de l'électrode. Est-ce que c'est des électrodes sphère-sphère, par exemple, ou bien une pointe avec un plan, ou bien une pointe avec une pointe, ou bien un cylindre avec un cylindre, ainsi de suite. Un plan avec un plan, si vous voulez. Plan. Donc ce sont là les configurations qu'on peut avoir de champ électrique. Alors, aussi, ce qui influe, c'est le matériau avec lequel ces électrodes sont fabriquées. Donc, le matériau de l'électrode, il influe aussi sur le claquage électrique en général. Et aussi, la forme d'onde de la tension appliquée, c'est-à-dire, est-ce que c'est une tension continue, est-ce que c'est une tension alternative, est-ce que c'est une tension impulsionnelle? Donc, ces formes d'ondes peuvent vraiment affecter le claquage électrique. Aussi, il y a l'autre problème, c'est la durée et son ampleur. Donc, vous avez une certaine durée d'application. Donc, si vous voulez qu'on peut appeler Tmax, quel est le temps maximal d'application. Aussi, on pourrait parler de son amplitude. Donc, son amplitude ou bien l'ampleur, que c'est la même chose, donc c'est l'amplitude. Aussi, on parlera aussi des facteurs liés à la fabrication de l'isolant lui-même, donc la présence d'impuretés, d'imperfections dans le diélectrique, donc ça c'est un autre paire de manches si vous voulez, donc c'est la fabrication des diélectriques. Est-ce que le diélectrique est très bien fabriqué, est-ce que les imperfections n'existent pas, la présence d'impuretés elles existent ou pas. Donc là aussi ça influe beaucoup sur le claquage, et aussi de quoi se compose ce matériau, donc les matériaux que compose le matériau diélectrique. Il y a aussi la composition des matériaux, elle influe aussi sur le claquage électrique. À partir de ce qui a été dit, on peut facilement conclure que la définition quantitative est plutôt complexe. Elle n'est pas vraiment simple à faire. Alors, aussi, ce qu'on sait, c'est que dans un champ alternatif variant dans le temps, par exemple, le champ quasi-stationnaire, donc 50 Hz, donc là, le quasi-stationnaire, par exemple, 50 Hz, donc la contrainte électrique maximale se produit à la valeur de la tension appliquée. Donc la contrainte électrique maximale, elle se produit, donc elle aura lieu quand la tension
quand la tension appliquée atteint sa valeur maximale, c'est-à-dire elle aura lieu, si vous avez par exemple une sinusoïde, donc elle aura lieu à sa valeur maximale, bien à sa valeur minimale, bien sûr, là où il y a le crête. D'accord? Ce qui nous amène à parler de la rigidité intrinsèque d'un diélectrique. Celle-ci, elle est, si vous voulez, définie d'une manière différente, s'agissant d'un diélectrique gazeux ou d'autres, comment dirais-je, diélectriques qui ne sont pas gazeux, donc solides ou liquides. Donc la définition elle est un petit peu différente entre le gaz, entre les gaz et les liquides, les solides et les liquides. Donc pour les diélectriques gazeux, donc pour les gaz, elle est définie comme étant, donc la rigidité intrinsèque d'un diélectrique, elle est définie comme étant l'amplitude de la tension de claquage mesurée pour une distance de 1 cm dans un champ uniforme. Dans un champ uniforme, ce qui veut dire que le facteur de Schweiger noté état, il est égal à 1. Il est égal à 1. Bien sûr, là, on parle des conditions normales de température et de pression. C'est-à-dire, il faut tenir compte des conditions climatiques. Donc, comment on définit la rigidité intrinsèque d'un diélectrique gazeux, on le définit comme étant l'amplitude de la tension de claquage. Donc l'amplitude de la tension de claquage. Donc des claquages maximal, si vous voulez. Donc c'est l'amplitude de la tension de claquage qui est mesurée pour une distance de 1 cm. Donc ici, pour les gaz, on doit avoir 1 cm entre l'électrode 1 et l'électrode 2. Donc on doit avoir 1 cm entre les deux. Le champ, il doit être uniforme. Donc état est égal à 1. Le champ doit être uniforme. Et aussi, les conditions climatiques doivent être normales. Donc normales de température et de pression. Ce qui veut dire que vous avez 20 degrés C plus et 1 atmosphère pour les conditions de pression. La chose est tout à fait un petit peu différente pour les diélectriques liquides et solides. Donc là, la rigidité, si vous voulez, intrinsèque des diélectriques solides ou gazeux, donc c'est la valeur la plus élevée de résistance à la rupture obtenue après élimination de tous les effets secondaires qu'on est susceptible d'influencer négativement la rupture. Donc c'est quoi? Il s'agit donc de la valeur la plus élevée de résistance à la rupture. Il y a une certaine résistance à la rupture, donc R, si vous voulez, si on peut, R de rupture, donc elle doit être maximale, donc c'est la plus élevée, obtenue après quoi? Après élimination. De quoi? De tous les effets secondaires connus, je trace sur connu, susceptibles d'influencer négativement la rupture. Cette rigidité intrinsèque, comment elle est faite? Elle est mesurée pour les conditions idéales du diélectrique en champ uniforme. Donc on garde toujours le problème du champ uniforme. Étant donné qu'elle est très très élevée pour les diélectriques solides et liquides par rapport aux diélectriques gazeux. Donc cette valeur de la résistance à la rupture, elle est vraiment très très élevée par rapport au gaz. Donc comment on fait? Donc on va mesurer pour des films minces de l'ordre de millimètres et de micromètres. Donc au lieu d'avoir 1 cm de distance, donc la distance interélectrode pour les gaz, c'est 1 cm. Et bien pour les solides et les liquides, c'est de l'ordre du millimètre et voire des micromètres. Donc ce qui fait la différence entre les deux.
Pourquoi cela? Parce que dans les parce que cette résistance à la rupture ou bien cette rigidité, elle est très très élevée pour les diélectriques solides et liquides que pour les diélectriques gazeux. Donc, ce qui fait que la distance interélectrode est vraiment diminuée et elle sera de l'ordre du micromètre, voire du millimètre pour le cas des solides et des liquides. Chose qui est un petit peu différente des gaz. Pour les gaz, on peut aller jusqu'au centimètre. Bien sûr, ici, je termine ici cette session. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine session.